Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va servir à présenter mes lectures du mois d'août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été, que vous avez passé une bonne rentrée. Et installez-vous pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 livres. Ça va aller assez vite. J'ai pas pu beaucoup lire au mois d'août parce que j'ai lu un livre qui est très long, qui est un pavé, et j'ai fait le Joyfest qui était un marathon de 5 jours en stream sur Twitch. Et du coup, pendant ce temps que j'étais en live, j'ai pas pu lire du tout. Donc voilà, 3 livres, mais c'est déjà pas mal. En premier, je vais vous présenter Rose Rebelle, qui est édité chez Heroes Hachette et qui est une lecture jeunesse, young adulte plutôt. Réécriture de contes, Rose Rebelle, vous verrez pourquoi. Ensuite, j'ai lu Crescent City et c'est là le responsable du fait que j'ai pas pu beaucoup lire d'autres choses parce qu'il est très très gros, c'est un pavé. On est sur le tome 1 d'une saga écrit par Sarah J. Maas et là on est sur de la fantasy urbaine plutôt adulte. Et enfin, j'ai lu Hadès et Perséphone, le tome 2 qui s'appelle A Touch of Ruin. Ici on est sur de la new romance adulte qui mêle la mythologie grecque à l'époque actuelle. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, j'ai fait le résumé de ma lecture du tome 1 au mois de juin. Donc vous pouvez cliquer dans le petit i juste là. Normalement, je vais vous mettre la vidéo si vous voulez aller la voir. Et allons-y, on va commencer avec la première lecture qui est Rose Rebelle. Comme je vous le disais, édité chez Hachette Heroes, qui fait partie d'une saga qui s'appelle The Queen's Council. Et ça, c'est le tome 1, qui est sur, vous la reconnaissez peut-être, la silhouette de Belle, du Disney Belle. Donc, pour vous faire un petit résumé rapide de ce qui se passe dans cette histoire. C'est une suite de l'histoire de La Belle et la Bête du Disney que vous connaissez. On se situe après la malédiction de la Bête qui a été rompue. On y retrouve donc les personnages qu'on connaît, Belle et Léo, mais également des personnages secondaires qui vont venir s'ajouter à cette histoire principale. Alors on se situe en 1789, donc Belle et Léo doivent se rendre à Paris pour rencontrer le roi après une longue période d'absence, toute la période où le royaume de la Bête était sous les jougs de la malédiction, plongé dans le sommeil. Et sauf que vous avez peut-être reconnu la date, 1789, on est en France et la France sombre dans la Révolution et le feu du mécontentement brûle à Paris très fort et c'est qu'une question de temps avant que la révolte n'atteigne Aveyron qui est le fief de Léo et de Belle qui est passé du coup d'un statut de roturière à un statut de reine en épousant le roi Léo. Donc la principale intrigue de l'histoire, c'est autour de Belle qui se retrouve un petit peu tiraillée entre ses nouvelles responsabilités qui sont venues avec son nouveau titre de reine et son envie originelle qui était d'explorer le monde aux côtés de Léo et de beaucoup voyager. Elle se retrouve un petit peu contrainte à ne pas pouvoir accéder à ces rêves-là suite à ce nouveau titre qu'elle n'est pas sûre de vouloir vraiment prendre. Donc c'est un livre qui se lit assez rapidement, il fait 400 pages, ça se lit bien, c'est de la lecture jeunesse donc ça va assez vite à lire. En ce qui concerne mon avis, c'est sympa, c'était une lecture qui était sympa, comme je vous le disais, 400 pages, c'est écrit assez gros, ça se lit vite, ça se lit bien. Par contre, je pense que c'est un petit peu trop jeunesse à mon goût, et j'ai trouvé qu'on comprenait très vite ce qui allait se passer, l'intrigue est assez évidente, assez simple, ce qui rend la lecture très fluide certes, mais un petit peu légère, un peu trop légère. L'histoire, comme je vous le disais, est un petit peu basique, le problème c'est que les personnages sont également un petit peu trop basiques selon moi. Ils ont des émotions, des actions, les ressentiments qui sont pas très développés. Et je pense que ce qui m'a le plus dérangé pendant la lecture de ce roman-là, c'est l'aspect très redondant de certains passages dans la lecture. Ça rend la lecture un peu lourde par moments. Belle se répète sans cesse concernant ses craintes, comme je vous le disais, le fait qu'elle ait maintenant un statut de reine, ses craintes, le fait qu'elle soit tiraillée entre ce qu'elle aurait voulu faire, est-ce que maintenant elle est contrainte en quelque sorte de faire, les responsabilités qui l'incombent, et ça rend pas la lecture, à certains passages, très fluide, un peu redondant. Mais voilà, ça la rend un petit peu indigeste, mais c'était une lecture, on va dire, ok tiers, sachant que comme je vous le disais, ça fait partie d'une saga qui s'appelle The Queen's Council. J'ai également lu, avant que je fasse des vidéos sur YouTube, donc vous avez pas eu la ref, mais j'ai également lu le tome 2, qui est de Plumes et de Flammes, qui, cette fois-ci, concerne l'histoire de Mulan après les dessins animés. Et pour le coup, Mulan, c'est mon Disney préféré. J'avoue qu'entre les deux tomes, j'ai quand même préféré celui de Mulan, qui est un peu plus axé sur l'indépendance d'une femme, le fait que les femmes au pouvoir
c'est pas forcément facile pour une femme de prendre cette position-là, qui se retrouve avec des conseils où il y a que des hommes, etc. Et j'ai trouvé que les leçons à tirer du tome 2 autour de Mulan sont mieux amenées, plus belles, on va dire, que sur Rose Rebelle, qui est aussi un livre qui se lit facilement. Mais si je devais en conseiller un des deux que vous voudriez offrir, que vous voudriez lire pour vous-même, je vous conseillerais plutôt le tome sur Mulan plutôt que celui sur Belle. Je ne sais pas le tome 3, s'il y en a un, sur quoi il va sortir. Voilà, sympa. En plus, dans une bibliothèque, les tranches sont sympas, donc pourquoi pas. En ce qui concerne ma note, je lui ai mis un 2,5 sur 5, juste la moyenne, parce que c'est ni très décevant, ni un giga coup de cœur. Ça se lit, j'ai pas regretté d'avoir lu, j'ai pas eu l'impression d'avoir perdu mon temps, mais vous avez entendu mon avis juste avant, c'est pas un coup de cœur. Ensuite, passons au deuxième livre de cette vidéo, le premier tome de la saga de Sarah J. Maas qui s'appelle Crescent City. Le premier tome, c'est Maison de la Terre et du Sang, édité chez De Saxus bien sûr. Malheureusement, j'ai pas la version collector de ce premier tome parce que en format relié, parce que je me réveille un peu tard, hein, c'est déjà sorti il y a quelques années. Enfin, quelques années non, je crois que c'est sorti l'année dernière, voire l'année d'avant. Et ce roman fait, comme je vous le disais, c'est ce pavé-là, c'est le responsable du fait qu'il n'y ait que 3 livres au mois d'août. Il fait quasiment 1000 pages, précisément 955 pages, très gros livre, mais qui se lit bien. Le résumé de Crescent City, tome 1, on y suit l'histoire de Bryce, qui est une métisse qui est mi-fée, mi-humaine. Fée F-A-E, pas fée et enfin, vous fée et E, vous voyez, faille. Et qui a une vie qu'elle juge plutôt parfaite, c'est-à-dire que la journée, elle travaille chez un marchand d'antiquités, avec une patronne qui est plutôt particulière, et elle passe ses nuits à profiter des rues, des bars dans Crescent City avec ses amis à faire la fête. Sauf que bien sûr, on peut pas faire une saga avec un premier tome de 1000 pages quasiment, avec une petite vie parfaite selon Bryce, il faut forcément qu'il y ait un problème, et assez rapidement va arriver le jour où un terrible événement va ébranler les fondations même de la ville, ainsi que la petite vie bien menée de Bryce. Et on se retrouve donc dans un univers qui croise la fantasy avec un petit peu le policier, puisque Bryce va être amené à mener une enquête pour retrouver les meurtriers, un tueur en série qui fait justice lui-même dans les rues de Crescent City. Et voilà, c'est mes deux domaines de prédilection, j'aime beaucoup la fantasy, j'aime beaucoup les polars, les romans policiers, et là on se retrouve les deux compactés dans le même roman, donc forcément je déborde un petit peu sur mon avis, mais vous vous doutez bien que ce roman m'a plutôt bien plu. Donc c'est une saga qui a été écrite par l'incontournable Sarah J. Maas, qu'on connaît déjà pour le Palais de Roses et d'Épines, et qui a été très très vite d'ailleurs désignée comme la nouvelle référence en termes de fantasy urbaine adulte. C'est pour ça qu'il fallait que je rattrape mon retard et que je lise ce premier tome. En ce qui concerne mon avis sur ce premier tome de cette saga, le début du livre est, je trouve, très compliqué. Il faut s'accrocher. J'aime bien comparer ça un petit peu à la première saison de Game of Thrones, c'est-à-dire qu'on comprend pas tout, c'est un peu le bordel, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'espèces différentes dans le livre, l'univers est très riche, très soutenu, il y a beaucoup d'informations, mais vraiment, ça vaut le coup de s'accrocher. Je pense qu'il faut lire les 100 premières pages, c'est beaucoup, hein, mais il faut lire les 100 premières pages de ce roman pour voir quelle direction va prendre le livre. Ça resserre un petit peu aussi l'attention sur quelques personnages en particulier, alors qu'au début c'est très vaste. Si jamais vous le commencez, accrochez-vous, ça vaut vraiment le coup. N'abandonnez pas parce que les 50 premières pages, vous trouvez ça un peu indigeste. J'ai beaucoup aimé le personnage de Bryce, qui est une femme forte, qui a certes des défauts, mais j'ai trouvé que tout était bien dosé. Elle est vraiment attachante. J'ai trouvé qu'elle ressemblait quasiment à aucune autre héroïne de ce genre de saga fantasy, qui sont un peu toujours toutes faites sur le même schéma malheureusement. Et là non, ça sortait des habitudes, sortait des sentiers battus, et ça m'a permis d'accrocher encore plus vite, je trouve, au personnage principal de Bryce, mais également aux personnages secondaires qui apparaissent petit à petit dans l'histoire. L'histoire est vraiment très prenante, comme je vous le disais, une fois les 50-100 premières pages passées, c'est difficile d'arrêter de lire et de laisser la lecture pour plus tard. Je l'ai lu assez vite malgré la taille du tome, c'est vraiment mené d'une main de maître. On sent que Sarah J. Maas a l'habitude. Elle tisse cette histoire d'une façon très convaincante. Et je peux vous dire que tant mieux, parce qu'un roman de cette taille-là, si jamais j'avais eu du mal à le lire, du mal à continuer, ça aurait fait qu'il y aurait peut-être pas eu d'autres livres au mois d'août, et peut-être même pas de vidéo de septembre, parce que j'aurais pas encore fini de le lire aujourd'hui. Donc les personnages sont très attachants, comme je vous le disais, que ce soit le personnage principal comme les personnages secondaires. Leurs relations aussi sont bien menées, bien dosées. Je trouve que ça prend pas trop de place, et surtout, je pense que c'est le mot qui va un petit peu résumer mon avis sur cette lecture, c'est cohérent.
et ça fait plaisir quand c'est cohérent. Et en plus de ça, à Crescent City, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Bryce est contrainte justement d'apprendre que la vie, c'est une nuance de gris finalement, et surtout les personnages qu'a inventé Sarah J. Maas, ce ne sont pas d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. Là, chaque personnage possède sa part d'ombre, sa part de lumière, et ça ne les rend que plus attachants. Pour finir enfin sur les points positifs, je trouve que déjà l'histoire, le polar, l'enquête, les relations, tout est bien mené, mais en plus de ça, ce qui parfois peut gâcher un petit peu la lecture, c'est que là, les cliffhangers sont vraiment, j'ai trouvé, surprenants. Il y a certaines choses où tu sens arriver le cliffhanger, où tu sens arriver ce moment où, bah voilà, on a découvert avant la révélation ce qui se passait. Là, c'est pas le cas. J'ai vraiment été surprise à certains moments dans ma lecture, et rien de mieux que d'être surprise par des événements en mode t'es en train de lire et tu t'en reviens pas de ce qui est en train de se passer. Et enfin, le tome 2 sort le 17 novembre, puisque c'est une saga, là on est que sur le premier tome, sort le 17 novembre chez De Saxus. Si vous voulez une version reliée du tome 2, foncez très vite, parce que à mon avis ça va partir très très vite. Les exemplaires des collectors sont en général pas très nombreux, donc si vous en voulez, allez les chercher tout début de semaine, parce que ça va partir assez rapidement, je pense. Je tiens quand même à faire une petite parenthèse sur le fait que c'est un premier tome, mais il n'y a pas ce côté giga frustrant que peuvent avoir certaines sagas, où à la fin du tome, il se passe un truc de fou. T'as la frustration un peu du lecteur de se dire purée, pour voir la suite, je vais devoir attendre 1 an, voire 1 an et demi parfois si vous le lisez vraiment à la sortie même. Et parfois c'est très frustrant, je trouve, de laisser comme ça les lecteurs en haleine. Moi c'est pas forcément c'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment, moi personnellement, quand je lis un tome de saga. Et là c'est pas le cas. C'est une fin où bien sûr je suis très pressée de retrouver Bryce au mois de novembre et de replonger dans l'univers et dans les rues de Crescent City. Par contre, j'ai pas été frustrée. J'ai lu ce livre, j'ai lu la fin. C'est une fin qui, bien sûr, laisse entrevoir ce qui pourrait être développé plus tard, mais j'étais pas frustrée. C'est un très bon premier tome. Je pense que quelqu'un qui lit ce premier tome et qui se dit « Ouais, ok, c'était cool », mais qui a pas accroché des masses à la lecture ou quoi, peut se contenter de s'arrêter là. Il y a pas une sensation d'inachevé, comme, je sais pas, au milieu d'un épisode de série, la trilogie du samedi soir, vous vous retrouvez à avoir une pause au milieu d'un épisode de Smallville, par exemple. Là, non. C'est une fin ouverte un petit peu, tu finis, t'es content, t'as le sourire aux lèvres, t'es content de savoir qu'il va y avoir une suite, mais t'es pas en mode vite, vite, j'en ai besoin, mais pas tout de suite. Et ça, je trouve que c'est un point positif aussi à donner par rapport à ce livre-là, parce que le problème des sagas fantasy, c'est que c'est souvent des sagas, c'est rare de trouver un one-shot dans cet univers-là, je trouve, et lui, c'est une saga, mais il y a un monde dans lequel vous pouvez le lire aussi juste comme ça et pas lire la suite, et il y a une fin, quoi. En ce qui concerne ma note, je pense que j'ai pas besoin de m'épancher des heures, c'est un 5 sur 5. J'ai aimé, j'ai beaucoup aimé, j'attends le tome 2. Foncez si vous aimez la fantasy, un peu les policiers, parce qu'il y a une grosse part d'enquête, il y a de la romance, mais c'est très léger. Très bonne saga, vite vite, la suite. Et enfin, le livre 3 de cette vidéo, Hadès et Perséphone, A Touch of Ruin, qui est du coup le deuxième tome de la saga Hadès et Perséphone, écrit, comme je vous le disais dans l'intro, par Scarlett Sinclair. Il fait 472 pages exactement. Il a été publié chez Hugo Roman, comme le premier tome, et comme le troisième tome aussi. C'est donc une trilogie. Il me semble que c'est une trilogie. J'espère ne pas dire trop de bêtises, mais je crois que c'est une trilogie, donc il restera un livre après celui-ci. Comme je vous le disais, si vous n'avez pas vu la vidéo de juin sur mes lectures du mois de juin, ou si vous n'avez pas lu le premier tome, attention, je vais vous faire le résumé, mais il peut y avoir des spoils forcément, vu que c'est un tome 2. Donc ici, dans ce tome 2, on se retrouve dans une relation entre Hadès et Perséphone qui a été rendue publique, ce qui entraîne une sorte de tempête médiatique qui est pas forcément très agréable à vivre pour Perséphone, puisque ça risque de révéler au monde entier son plus grand secret, qui est que c'est la déesse du printemps. Et en plus de cette tempête médiatique, qui déjà met à rude épreuve le couple, il y a certains personnages qui sont introduits petit à petit, qui essayent de ruiner en quelque sorte leur relation à Hadès et Perséphone, en faisant ressurgir des histoires du passé du dieu des morts. Et les choses ne font qu'empirer lorsqu'une horrible tragédie laisse le cœur de Perséphone en ruine. En plus de ça, Hadès refuse de lui venir en aide. Donc désespérée, elle essaye de prendre les choses en main et elle conclut des accords avec certaines personnes, avec certains personnages qui auront de graves conséquences sur son avenir et peut-être sur l'avenir de leur couple. En ce qui concerne mon avis, vous savez que j'avais un avis très tranché sur le tome 1, pareil. Dans la vidéo de juin, je n'ai pas du tout aimé ce premier tome. J'avais déjà acheté le tome 2 parce que moi, tout me disait que ça allait me plaire. La couverture, je la trouve très très belle. Je trouve que c'est vraiment une très belle couverture. En plus de ça, c'est de la mythologie grecque. J'aime beaucoup. Je me suis dit, ça va me plaire. Donc j'avais acheté les 2 premiers tomes en même temps. Il fallait que je lise ce deuxième tome, même si le premier m'avait pas plu. Mais la chose qui m'avait le plus dérangé dans le premier tome, c'était le personnage de Perséphone, que je trouvais insupportable. Déjà dans le premier tome. Alors là...
Le deuxième tome, on a vraiment atteint des sommets et c'est marrant parce que c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup. Quand j'ai été voir un petit peu sur Booknode les commentaires des autres lecteurs qui ont lu ce roman, je sais pas pourquoi Scarlett Sinclair a décidé de faire une héroïne, un personnage principal aussi tête à claque que ça. Mais vraiment, hein, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai soufflé du nez pendant ma lecture, j'étais en mode « Oh !» La purge. Vraiment le personnage de Perséphone, et c'est dommage parce que l'univers est cool, c'est intéressant, mais tête à claque, très très fort. J'ai vraiment voulu à plusieurs reprises étrangler le personnage tellement il m'insupportait. Elle est irritante, égoïste, très immature, vraiment. Je la trouve un peu... C'est dur à dire, mais un peu stupide. Je la trouve pas réfléchie. Elle prend des décisions où tu te dis mais ça n'a aucun sens. Et vraiment, par exemple, comparé à la lecture précédente de Sarah J. Maas avec son héroïne Bryce, c'est vraiment le jour et la nuit. Et ça dessert très très fort la lecture. En plus de ça, l'histoire, tout comme le premier tome d'ailleurs, mais je trouve que c'est encore plus le cas dans ce tome 2, je trouve que l'histoire est vide, il n'y a pas de fil conducteur, c'est un peu... Il y a un fil conducteur, ce serait un petit peu être mauvaise langue de dire ça, mais très peu développé, on va dire. Et je trouve que c'est un peu une boucle, ce roman. C'est-à-dire qu'on est dans un schéma qui se répète toutes les 50, 100 pages, bah il y a le même schéma qui se répète, et c'est tout le temps la même chose. Et c'est hyper lassant, hyper frustrant de lire ce livre. Et qu'on se le dise, attention quand même, petit spoil ici pour les gens qui n'ont pas lu encore ce tome 2, Perséphone, la base un peu de ses disputes avec Hadès, c'est elle lui reproche son passé. Elle lui reproche d'avoir des ex, d'avoir eu des femmes dans sa vie. Perséphone, je veux dire, comment tu peux reprocher à quelqu'un qui a des centaines et des centaines d'années d'existence d'avoir eu des femmes alors qu'elle n'était même pas née? Elle se retrouve à lui faire des crises de jalousie parce que, bah, il y a 200, 300 ans plus tôt, bah, il a eu une maîtresse. Voilà, quand je vous disais que c'était une héroïne peu réfléchie et qui prenait des décisions un peu cons, vous avez l'exemple. Voilà. Fin du spoil. Il y a même pas mal d'une partie de l'intrigue qui tourne aussi autour d'Apollon, ce que j'ai trouvé plutôt sympa. Ça tourne autour du coup de la façon dont il a traité ses ex, parce que c'est vraiment de la mythologie réécrite, comment Apollon a traité ses ex, notamment Cassandre. Et ça tourne aussi autour du mythe de Pyritos, que j'ai trouvé un petit peu bâclé malheureusement. Pour connaître un petit peu ce mythe-là et la mythologie à ce niveau-là, j'ai trouvé que le personnage il prend place petit à petit dans l'histoire, de façon subtile, ce qui était plutôt bien amené. Par contre, la révélation, c'est trop dommage. L'autrice a gâché la révélation qui se passe, qui est hyper rapide, la révélation sur sa nature, sur qui il est, ce qu'il fait, en un chapitre. Vraiment, elle a mis un peu tout le roman à le mettre en place de façon subtile petit à petit, et un chapitre, ça conclut son histoire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment dommage, c'était du gâchis. J'ai senti un petit peu comme de la précipitation dans la lecture de ce passage, un petit peu comme si l'autrice était en mode vite vite faut finir le livre, et merde, j'ai oublié Pyritos, il faut que je l'inclue, que je fasse sa révélation, et voilà. C'est dommage. C'était un peu trop rapide, un peu bâclé, alors que ça aurait pu avoir une part un peu plus importante dans l'histoire. Enfin bref, désolé pour ceux qui regardent cette vidéo, qui ont aimé ce tome 2, moi vraiment, j'ai un avis qui est assez dur et assez tranché, mais voilà, malheureusement c'est ce que j'ai ressenti pendant ma lecture, j'ai pas beaucoup apprécié, et désolé. Donc en ce qui concerne ma note, c'est dur, encore une fois, je crois que c'est le premier roman que je note aussi bas, mais je lui ai mis un 1 sur 5, parce que j'ai quand même lu, j'ai quand même fini, je pense qu'il y a un monde dans lequel je vais acheter le tome 3, parce que envie de compléter cette saga, envie d'avoir les 3 livres, parce qu'il y a eu 3 sorties et que ça soit une trilogie, donc je pense que je vais acheter le 3e tome, je pense que je vais le lire, je pense que je vais le détester, mais voilà, esprit de contradiction au maximum, bien sûr. Finalement, je dis que Perséphone est un peu non réfléchi dans ses décisions, mais peut-être que moi, je suis un peu pareil, finalement. Non mais voilà, je vais certainement acheter le tome 3 quand il sortira, parce que je veux savoir la fin de cette histoire, mais un petit 1 sur 5. Déception, clairement déception. J'ai eu l'impression de perdre un petit peu mon temps pendant cette lecture. Et voilà en ce qui concerne mes lectures du mois d'août. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de la faire plus rapide, plus dynamique, un peu plus courte, un peu comme la vidéo numéro 2 que j'avais sortie, celle du mois dernier. N'hésitez pas à me dire, quel que soit l'endroit, c'est-à-dire dans les commentaires, sur Twitch quand je suis en live, par MP, sur, je sais pas, sur Twitch, sur Instagram, sur Discord, n'importe où, ce que vous en avez pensé, vos retours, parce que pareil, je prends vos avis, je prends vos retours, donc n'hésitez pas à m'en faire part. Sachez que aussi, normalement, à chaque fois que je sors une vidéo, il y a aussi sur Instagram, je fais des photos et je poste des chroniques un peu plus courtes avec juste un résumé, un avis, des livres que je lis, donc n'hésitez pas à aller lâcher un petit follow là-bas aussi, ça fait plaisir. Et également, il y a beaucoup de choses qui vont sortir
Là, la rentrée littéraire, forcément, hein, il y a eu beaucoup de sorties en août, septembre, et ça va continuer, notamment chez De Saxtus. Vous savez que moi, je lis beaucoup de romans chez De Saxtus. Ils sont très forts en fantasy. J'aime beaucoup la plupart des romans qu'ils choisissent d'éditer. Et il y a plein de sorties qui arrivent chez eux. Donc, je vous ferai peut-être un tableau récapitulatif quelque part, mais soyez à l'affût. Encore une fois, si vous voulez les versions collector reliées, soyez à l'affût. Ça part très vite, c'est pas réédité. Et juste une autre petite parenthèse, pour ceux qui ont le suivi, Le sang et la cendre, le tome collector en relié, va être réédité chez De Saxus. Suite à la sortie du tome 2 où il y a eu des problèmes avec Amazon, ils ont décidé de faire une réédition exceptionnelle d'un tome collector. Moi, j'avais pas eu la chance de l'acheter à ce moment-là, donc le 27 ou le 28 septembre, il y aura une réédition, donc vous pourrez les retrouver chez vos libraires. N'hésitez pas à précommander chez vos librairies. Ça va partir très vite, encore une fois, et il y aura plus aucune autre occasion de récupérer le tome 2, ni le tome 1 en version reliée, parce que le tome 2, à l'heure actuelle, il est épuisé partout, il me semble. Voilà, petite info, dans quelques semaines, là, enfin dans quelques jours même, il est réédité, si vous le voulez, foncez. Enfin bref, je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. Merci encore beaucoup de l'avoir regardé, merci de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des bisous, on se retrouve dans même pas 2 semaines pour la vidéo de mes lectures de septembre. Je suis en train de lire Nevernight, si jamais il y en a qui connaissent. Donc voilà, je vous donnerai mon avis sur cette lecture, entre autres, parce que j'ai déjà 3 romans à vous présenter, sur la vidéo de septembre. Et aussi, vous aurez peut-être le retour incessamment sous peu des Joy raconte-nous une histoire sur des nouvelles de Norek. Peut-être, je suis en contact avec l'auteur pour savoir si je peux le faire. Donc n'hésitez pas à rester dans le coin. Je vous fais des bisous. Cette outro a été beaucoup trop longue. Ciao, bye bye. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bye bye.